Il y a des sagas qui perdurent, qui parviennent à survivre à l'épreuve du temps, que ce soit en ayant plusieurs volets, en renouvelant leur style, en apportant un peu de modernité, bref, chacune a sa manière finalement de perdurer et de survivre malheureusement à ce qu'on appelle l'épreuve du temps. Il y a de tout dans le genre. Vous pourriez sérieusement essayer de regarder, mais depuis que je fais cette émission, j'en ai vu passer des sagas aussi diverses que variées, qui sont passées par de nombreuses étapes, allant du simple épisode loupé, en passant carrément par l'étape de la chute funeste, avant des renaissances parfois surprenantes. C'est ce que j'aime dans cet art magnifique qu'est le cinéma. Et c'est ce que je retrouve notamment dans les sagas. Le fait que par de nombreux aspects, certaines icônes se forgent, parfois se détruisent et par instants se renouvellent avec le temps pour finalement simplement nous rappeler que le monde de l'art est avant tout fait d'une immense et profonde persévérance, due à des producteurs, due à des créateurs en tout genre et simplement due au 7e art. Ainsi se pose ma vision de la plupart des sagas que l'on a traversées jusqu'à maintenant, mais clairement, je peux vous l'assurer, tout cela ne nous a pas préparés à ce que nous allons affronter ici. Car je n'ai jamais, clairement dans cette émission, traversé une saga telle que celle qui vient aujourd'hui de nous livrer son 25e épisode. Car oui, ainsi se pose la saga que nous allons traverser aujourd'hui, une saga qui a fêté ses 50 ans en 2012 et qui aujourd'hui se rapproche de ses 60 ans. Même moi, j'arrive pas à croire que je dis cela. Et pour le coup, cela méritait d'être salué, car hormis la planète des singes, je crois qu'aucune saga n'a réussi à survivre à autant d'années que celle initiée par Albert R. Broccoli en 1962. Une saga qui donne lieu aujourd'hui à un volet qui s'est fait attendre, apportant la conclusion à l'arc narratif autour de la vision du personnage autour de l'acteur Daniel Craig, son 6e interprète, pour un moment de cinéma qui semble être la conclusion d'une époque pour le héros anglais le plus célèbre du cinéma, et une œuvre qui ne manquera certainement pas de marquer les esprits et surtout de demander aux spectateurs ensuite de se séparer d'une certaine vision du personnage. Mais en attendant, on va avoir quasiment 60 ans de cinéma et d'histoire d'espionnage à évoquer, donc on a du pain sur la planche. Ne perdons pas de temps donc et commençons par l'ère de ce cher et malheureusement décédé Sean Connery. Dans le premier long métrage, réalisé par Terence Young en 1962, le personnage s'ébauche, se construit, mais prend clairement plus la forme d'un vrai agent secret que de celui que nous découvrirons par la suite de ses aventures. Et s'il pourra sonner comme classique pour beaucoup, il faut bien avouer que tout est déjà là. Le personnage dans sa base, l'épopée folle et exotique, les femmes, bien évidemment, dans toute leur splendeur des années 60, quoique pour le coup Ursula Andress reste très en avance sur son temps comme personnage féminin au cœur de ce genre d'œuvre, et la mise en scène extrêmement classe de Young, qui ne brille pas forcément par son inventivité, mais qui réussit à être avant tout efficace, juste, parvenant totalement à s'accaparer le genre de l'espionnage, et à en faire un moment de cinéma tout simplement passionnant de bout en bout, et sans le moindre temps mort, malgré son rythme bâtard dû à l'époque. Ainsi commença l'aventure James Bond dans un petit écrin, certes simple, mais extrêmement juste. S'il ne brillera pas forcément par son originalité dans sa suite directe, le second long métrage, plaçant un autre élément important de la saga James Bond, le bloc de l'Est, ce second volet, toujours réalisé par Terence Young, est un moment de cinéma un peu plus léger, qui cherche simplement à confirmer les codes mis en place dans le premier pour voir s'ils évolueront correctement par la suite. On sent que tout cela est encore un peu sage, que même si c'est joliment exécuté, il manque quelque chose. Il manque une certaine forme d'iconicité qui était déjà un peu vague dans le premier volet et que Young ne parvient pas totalement à maîtriser, ou en tout cas à dominer ici, parvenant simplement à donner lieu à une œuvre classique, mais encore une fois très dynamique et assez jouissive, posant encore une fois admirablement les bases du personnage et développant à merveille son contexte historique qui sera essentiel par la suite de la série. Un film qui est surtout connu et reconnu pour son titre, mais également pour un petit jeu vidéo assez classe que je vous recommande. Mais c'est réellement avec ce troisième film que tout sera posé, que tout deviendra clair pour Broccoli, pour Connery et pour le héros de Fleming. C'est à ce moment-là que tout deviendra grandiose, que tout sera explosif et jouissif pour une œuvre devenue culte, voire même reconnue comme un classique du genre. Entre les mains de Guy Hamilton, le personnage est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un héros de cinéma flamboyant, époustouflant, digne du héros d'espionnage qu'il devait être dès le début, pour un moment de cinéma tout simplement fou. Une œuvre grandiose dont le méchant n'a d'égal que son plan, dont la splendeur de l'épopée n'a d'égal que la puissance du personnage, et dont on ressort avec l'intime conviction qu'il ne sera que plus grand dans l'avenir, et que surtout, c'est à partir de là que l'on va commencer à comprendre ce héros. Hamilton maîtrise totalement le héros, de bout en bout de métrage, et parvient à lui donner toute la puissance qui fera ensuite sa classe au fur et à mesure des années des épisodes.
Et puis viendra le 4e long métrage, qui, à nouveau entre les mains de Yang, lui permettra de laisser libre cours à son imagination décuplée avec le recul de Goldfinger, pour donner lieu à une œuvre qui a la forme et la puissance d'un blockbuster comme on les connaît aujourd'hui et qui deviendra surtout un véritable canon à suivre par la suite de ce que se doit d'être un James Bond comme œuvre de cinéma. Beaucoup plus romanesque, beaucoup plus épique dans son découpage, beaucoup plus exotique, se rapprochant presque de Dr No, le long métrage du réalisateur développe toute une portée, toute une puissance, toute une intensité un peu moins subtile que sur le film de Hamilton, mais pour autant, cela fonctionne tout de même à merveille pour une œuvre de cinéma certes plus épique, mais un peu moins juste dans la composition de son personnage. Mais c'est vraiment à partir de ce volet que la saga a réussi à comprendre la puissance du personnage et a réussi à lui insuffler juste ce qu'il fallait pour concrétiser et surtout solider le rôle. Viendra donc le 5e long métrage, une œuvre pas forcément aussi subtile que les 2 volets évoqués avant, mais qui reste à ce jour, bon déjà le volet le plus diffusé à la télévision française, mais également le long métrage avec Sean Connery qui résonne le plus comme un blockbuster moderne, et une œuvre cherchant également à placer son méchant principal comme l'ennemi ultime de Bond. On sent que la présence de Lewis Gilbert à la mise en scène n'est pas forcément très juste, comme si le metteur en scène ne savait pas comment réellement maîtriser son personnage, réussissant tout de même à mettre en scène avec beaucoup de brio l'action et le dynamisme de nombreuses séquences, mais se perdant peut-être un peu dans un rythme assez bâtard, même s'il faut tout de même rappeler qu'il s'agit d'une œuvre écrite par l'auteur de Charlie et la chocolaterie. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est assez surprenant. Et je sais aussi qu'on dirait un peu une blague, mais pas du tout. Et avant de raccrocher définitivement le chapeau de l'agent secret, Sean Connery reviendra en coup de vent au début des années 70 pour offrir à Guy Hamilton son retour derrière les commandes de la série, pour un long métrage un poil fumé. Un peu trop abusif sur certains effets, mais qui résonne tout de même comme un sacré James Bond, qui vaut surtout pour le retour de Sean Connery. Bon, pour le coup, difficile de ne pas avoir la sensation que ce long métrage a quelque chose de trop classique. Un peu trop abusif dans ses effets, surtout après le film précédent, comme si Hamilton avait souhaité en faire un peu trop pour le retour de Connery, oubliant un peu la base que ce doit d'être un James Bond et démontrant surtout que l'acteur écossais avait un peu fait le tour du personnage et devait laisser sa place à un autre. Signons alors ici sa dernière prestation au sein de la saga. Enfin de la saga officielle, parce que pour Sean Connery, il est compliqué de dire jamais, plus jamais. Ainsi, cette première partie de la saga sous Sean Connery s'impose comme un modèle d'expérimentation et de construction d'un protagoniste qui deviendra par la suite des choses une icône, que ce soit en termes de forme, en termes de style, de composition du personnage ou même simplement de construction de son aventure et de ses différentes rencontres aussi bien féminines que masculines. Young, Hamilton et Gilbert ont chacun su insuffler quelque chose de particulier et de singulier au personnage, au fil de son avancée dans les années et les époques, allant d'un style plutôt classique à un poil simple, tout en cherchant également à rendre le protagoniste non seulement attachant, mais également charismatique. Ce que par là même, Sean Connery a su insuffler presque naturellement au personnage, par le biais d'une posture juste hallucinante de justesse, mais surtout un charisme qui deviendra presque le modèle du héros gentleman et fringant, comme ce fut le cas au travers de ces 6 films. Un héros qui a su évoluer au fil des différents épisodes, qui saura surtout consolider la forme du personnage, mais surtout qui saura évoluer et se muer en fonction du temps. Terence Young en a fait un homme élégant avant d'en faire un espion. Il choisit de poser doucement mais sûrement son personnage en 3 films assez imposants dans leur forme, mais restant tout de même assez classique pour sonner comme accessible malgré l'ambition évidente du personnage. Guy Hamilton en a fait un héros de blockbuster, un personnage se retrouvant véritablement au cœur du danger, bravant les étapes les plus violentes mais également les plus importantes, pour devenir plus qu'un simple personnage de film d'espionnage, mais un véritable super-héros, quitte à peut-être aller un peu trop loin avec la dernière aventure. Lewis Gilbert, quant à lui, n'a pas souhaité en faire plus que cela pour son premier passage derrière la caméra, développant non seulement un héros qui se veut presque décalé par rapport à tout ce qui lui arrive, mais également un héros qui agit presque comme un étranger au cœur de son propre récit, pour une aventure rocambolesque et assez folle, mais qui se rapproche presque d'un cinéma fantastique que d'une vraie œuvre d'espionnage. C'est une proposition, une certaine interprétation du personnage qui aura su quand même rester, même encore pour moi à l'heure actuelle, la meilleure interprétation du personnage de Ian Fleming. Il faut forcément faire un petit détour par l'unique interprétation du personnage par George Lazenby, mis en scène par Peter Hunt, ancien monteur de la saga, dont il s'agira du seul film malheureusement. Mais quel film! Quelle œuvre brillante de maîtrise, de puissance, de justesse et d'émotion.
Sans le moindre doute par l'interprétation très juste et tout en retenue de Bond par Lazenby, par la mise en scène délicate et ample du metteur en scène anglais, par l'élégance du geste cinématographique, cherchant beaucoup plus à être crédible qu'épique, posant les prémices de ce que l'on connaît aujourd'hui, et par la présence de Rigg et Savalas à l'affiche, il s'agit sans le moindre doute d'une œuvre beaucoup plus intime que les précédentes, faisant encore plus d'elle un ovni magnifique au cœur de la saga et ayant profondément changé la donne par la suite de la série. Comme si Hunt avait cherché à apporter au personnage, peut-être un peu trop tôt ou simplement en avance sur son temps, une vraie crédibilité au personnage, chose qui fait sa force aujourd'hui. En seulement un film, difficile de juger le personnage mis en place ici. Mais une chose est sûre, Hunt et Lazenby n'ont pas souhaité simplement transmettre une œuvre de James Bond à la postérité. Ils voulaient réellement se réapproprier le protagoniste, pour donner lieu à un héros moderne, un héros qui réussisse parfaitement à braver le danger, mais également à comprendre l'importance de ce danger. Peter Hunt, dont il s'agira de la seule réalisation au cœur de la saga, s'impose comme un metteur en scène ne cherchant donc pas simplement à jouer avec l'agence 007, mais cherchant à en faire un héros moderne, un héros humain, sensible, comprenant ce qui l'entoure, pour une œuvre déroutante et marquante. Pas étonnant donc de retrouver ce volet dans le classement de nombreux fans de la saga James Bond comme étant dans les premiers ou même le Saint Graal. Bien au-delà de réussir à créer une aventure haletante et palpitante, bien au-delà de réussir à faire un divertissement qui va dans beaucoup de directions et s'inscrit comme un précurseur du genre, Peter Hunt développe une œuvre prenante, haletante, touchante, mais également émotionnelle, chose qu'il manquait souvent à la saga lorsque l'on regarde les films de l'ère Sean Connery. Mais surtout, George Lazenby était un grand James Bond. Sa seule prestation ayant fait de lui une icône pour les fans de la saga, ceci gardant en tête que bien au-delà d'avoir su s'emparer du personnage et avoir su lui donner un vrai charisme, l'acteur a réussi à le rendre simple, un peu moins imposant et gentleman, mais plus humain et crédible. Et ça, c'est un sacré morceau de bravoure. Pour moi, il est clairement l'un des meilleurs James Bond de la série. Il est non seulement un film osé, mais surtout un grand long métrage quasi sans faute. Et alors là, commence donc l'ère de celui qui deviendra presque le porte-étendard du personnage durant quasiment une décennie. L'homme à qui l'humour va si bien et qui surtout réussira à rendre le personnage avant tout attachant et charismatique, plus que crédible d'ailleurs, l'incomparable, le magnifique, le drôlatique Roger Moore. Entre les mains de l'expert désormais du personnage Guy Hamilton, il devient un héros fringant et élégant, plus qu'un espion discret et efficace, apportant également un peu de nouveauté au personnage, et il faut bien avouer que Hamilton rend cela assez classe. Pas forcément toujours très juste, mais franchement pour le coup cela se tient, et surtout cela rend le héros attachant, et assez fin donc, couplé à une aventure très ancrée dans les années 70, et une ambiance vraiment maîtrisée. Sans en faire une œuvre brillante, Hamilton en fait un petit film culte à la hauteur du personnage et une œuvre assez cool par la même. Un petit film donc en soi, qui permet justement au personnage de faire son passage dans les années 70. Bon, et comme ce sera souvent le cas avec Roger Moore, cela fonctionnera un épisode sur deux, et dans la foulée, l'acteur offrira une porte de sortie un peu triste pour Guy Hamilton, avec une aventure pas forcément très intéressante, mais surtout une aventure qui sonne comme très, voire trop burlesque pour le coup. Embarquant son héros dans une histoire un peu trop anecdotique, et surtout pas franchement très juste, Hamilton donnera lieu à une œuvre vraiment bancale, un moment de cinéma qui cherche trop à jouer avec la carte de la comédie, pour un instant complètement fumé, pas du tout à la hauteur du personnage, sans mauvais jeu de mots pour ce cher Hervé Vilches, mais alors pour le coup, même si on saluera la présence de Christopher Lee en méchant charismatique, cela reste un peu trop décalé et fumé. Je trouve que c'est un des James Bond les plus passables, voire même par moments mauvais. En même temps, pour le coup, le méchant est un peu limité, même si Christopher Lee pète la classe, et Roger Moore en fait des caisses. Beaucoup trop. Reviendra donc une aventure bien ancrée dans la guerre froide pour un instant de cinéma qui veut toujours autant jouer avec un aspect comique un peu abusif, mais qui pour le coup compense cela en étant particulièrement créatif et inventif, surtout en offrant une histoire réellement prenante. Lewis Gilbert revient donc pour une œuvre entraînante et vraiment juste, qui résonne comme un James Bond particulièrement exotique vu les voyages que celui-ci nous offre, mais qui surtout tient grâce à une aventure particulièrement prenante, un jeu autour du contexte historique bien amené et très subtil, et même si l'on pourra encore trouver que cela tire un peu trop vers la caricature, on reste tout de même dans un moment de cinéma maîtrisé qui se tient avant tout par un amour profond du personnage, un peu trop disco à mon goût, mais la bande originale reste tout de même très entraînante et classe, nous embarquant avec brio dans cette histoire. Et encore une fois, malgré la caricature et les grossièretés assez limitées de ce film, bah ça marche. Parce que le quatrième film en compagnie de Roger Moore est à mon goût le deuxième pire James Bond de la saga.
Une œuvre qui a peut-être un peu trop souhaité sonner dans l'air du temps pour vouloir autant ressembler à James Bond et surtout ne pas saisir à quel point peut-être il aurait fallu avant tout réfléchir à une vraie profondeur dramatique. Si celle de l'espion qui m'aimait avait sauvé la douceur et l'épopée lyrique de Gilbert, ici la mise en scène abuse des effets comiques, des répétitions, du burlesque, créant même des situations complètement fumées, allant de cet hommage loupé à Rencontre du troisième type en passant par cette romance complètement débile entre requins et une bavaroise complètement paumée. Bref, c'est un moment un peu gênant, très étrange, et pas vraiment réussi pour James Bond et Lewis Gilbert. Sauvons tout de même, pour donner un petit peu de crédibilité à ce film, l'arrivée dans l'espace sur la musique absolument fantastique de John Barry. Et donc, comme évoqué avant, c'est un James Bond intéressant qui s'offre à nous par la suite, optant pour une forme beaucoup plus réaliste du personnage, si on met de côté cette introduction débile et sans la moindre logique qui enterre en plus un personnage passionnant de la série avec une maladresse et un manque de justesse fou. Reste que le personnage oscille bien entre humour et action. John Glenn prend ici les commandes de la série pour un petit moment d'ailleurs, apportant une vraie intensité et un dynamisme très intéressant à l'action, parvenant à jouer très bien entre le décalage des situations et la crédibilité des cascades, et surtout, sachant très bien jouer avec le physique de son acteur et donnant lieu à un objet cinématographique entraînant et passionnant. Et en plus, Carole Bouquet est très classe en James Bond Girl, avec un personnage très moderne par là même. Pas forcément un grand James Bond, mais pour le coup, c'est un bon James Bond. Parce que là, franchement, pour le coup, je crois qu'on tient la perle du mauvais pour ce pauvre Roger Moore, l'acteur se retrouvant au cœur d'une aventure considérée de manière unanime comme étant le pire volet de la série, comme une œuvre extrêmement mauvaise dans son récit comme dans sa mise en scène et son jeu d'acteur, John Glenn ne comprenant clairement pas ce qu'il met en scène. Bien loin d'être une œuvre simplement mauvaise, on sent que personne ne sait comment réagir face à un tel récit, donnant simplement lieu au James Bond le plus ridicule de son histoire, allant jusqu'à même placer un nombre beaucoup trop impressionnant de séquences avec des clowns, parvenant à atteindre des sommets lorsque c'est Roger Moore qui se retrouve ainsi, sonnant un peu trop comme un instant perdu au milieu de l'espace-temps, qui m'a fait presque réévaluer L'Homme au pistolet d'or et Moonraker. Un film que personnellement je considère qu'il faut clairement oublier parce que rien n'a de cohérence, si ce n'est l'humour qui parvient à se trouver une place étrange au milieu de tout ça. Et c'est ainsi que Roger Moore quitta James Bond avec un épisode bien étrange, mais qui résonne simplement comme la conclusion logique du personnage après le volet précédent. Ce dangereusement vôtre sonnant comme une synthèse parfaite du style de Moore. Abusif, un peu trop extravagant, trop perché sur l'humour, mais divertissant au bout du compte. Et rien que pour cela, on a envie de dire pourquoi pas à ce volet. Bon, on pourra toujours reprocher la musique de Duran Duran de ne pas avoir vraiment de sens dans son genre, mais au fond, John Glenn met assez bien en scène ce tout, parvenant tout de même à rendre cool et drôle une course-poursuite sur les quais de Seine avec une demi-Renault. Ce qui reste un exploit qu'il n'avait pas réussi à bien mettre en scène dans Rien que pour vos yeux. Une conclusion donc purement et simplement à la hauteur de Roger Moore et de son passage dans la saga, charismatique, mais grotesque. Alors là, c'est la partie un peu compliquée de la série, car pour le coup, Roger Moore est devenu James Bond de manière très imposante, comme s'il avait su tellement s'emparer du personnage qu'il avait un peu décidé au fil des volets d'en faire presque un clown, et personnellement j'ai beaucoup de mal avec cette vision du personnage, même si cela peut être amusant par moments, cela reste difficile d'accès. Hamilton, Gilbert et Glenn ont développé une partie de la saga très inégale, chacun donnant lieu à une œuvre qui est importante pour le personnage, en bon comme en mauvais, voire même en très mauvais par instant. Mais ils ont tout de même cherché à prendre des risques avec ce héros, quitte à se casser royalement les pattes et à y laisser leur plume de manière un peu ridicule, laissant quand même à Roger Moore l'opportunité d'imposer un charisme certain, parfois au cœur de films peu intéressants, mais tout de même prenant pour la plupart, restant des divertissements justes. Même si l'on peut facilement trouver une batterie assez impressionnante de défauts à tous ces films, soyez-en certains. Hamilton a mis en scène deux œuvres très opposées, deux métrages qui restent des divertissements prenants, mais dont l'un sonne comme un héritier sauce 70s de James Bond, et l'autre comme une caricature grossière et cliché du protagoniste qui fait clairement mal au cœur tant le tout est poussé à l'extrême. Gilbert a cherché à donner une envergure surdimensionnée au personnage, en faisant un protagoniste charismatique et imposant parcourant littéralement le monde entier, mais faisant un peu n'importe quoi par instant pour une première œuvre juste et entraînante et un deuxième métrage assez mauvais, mais qui brille par quelques instants audacieux. Et Glenn s'imposera comme un metteur en scène paradoxal, le premier film qu'il proposa étant vraiment juste
et apportant un joli lot de surprises, mais les deux qui suivront démontreront surtout que le metteur en scène ne savait pas comment amener correctement des personnages face à James Bond, pour des instants de comédie parfois déroutants, et même assez mauvais. Une ère qui se termine donc, pardonnez-moi pour l'expression, un peu en queue de poisson, laissant le personnage dans une étrange posture, maladroite, bizarre, mais divertissante. L'ère Timothy Dalton s'ouvrit tout de suite sur une vision beaucoup plus sombre du personnage, l'acteur souhaitant plus que tout apporter un regard beaucoup plus noir et nuancé sur le héros, ne cherchant pas à être une filiation du personnage de Moore, mais plutôt sa propre version de ce personnage. John Glenn met en scène une aventure assez anecdotique, plutôt rocambolesque et assez bien amenée au cœur de l'univers, mais qui reste une œuvre un peu trop simple, un long métrage qui détonne dans le genre, mais qui résonne également comme un moment de cinéma pas forcément à la hauteur de Bond. Qui plus est, il y a une envie d'amener un espionnage beaucoup plus simple avec moins de gadgets, qui ne fut pas forcément bien utilisé à l'époque, mais qui reste le début de quelque chose de concret aujourd'hui dans l'esprit des spectateurs. Comme si Glenn, étrangement, était un peu en avance sur son temps à l'époque. Mais pour le coup, l'épisode le plus ambitieux pour l'époque, celui qui reste pour moi à ce jour une vraie prise de risque autour du personnage, le retrait de ce qui faisait l'essence du protagoniste, son permis de tuer. Pour une œuvre noire, sombre, glauque, où l'humour ne semble que rarement avoir sa place et où la vengeance est de mise, pour un moment de cinéma tout simplement démentiel. Encore aujourd'hui, je pense que ce James Bond fut mal jugé en son temps et qu'il aurait dû emmener le protagoniste dans la bonne direction, car mine de rien, cette ambition de John Glenn est ce qui fait aujourd'hui la sève de la série, donnant lieu à une œuvre tout simplement folle, un long métrage glaçant et terrifiant, pour un instant de cinéma que je garde précieusement en tête et que je considère personnellement comme l'un des meilleurs volets de toute la saga jusqu'à aujourd'hui. Un épisode marquant pour la fin d'une ère marquante au sein de la saga, qui enterrera le personnage pendant malheureusement de nombreuses années à cause de son échec au box-office. Une plongée plutôt surprenante de la part de la saga, puisque bien loin de ce que l'on a pu voir au cœur de l'ère Roger Moore, l'ère Timothy Dalton se pose comme étant celle d'un James Bond plus mature, porté par un metteur en scène qui voulait apporter une vraie forme et surtout prouver que ses réalisations chez Moore n'étaient qu'un bon moyen de se chauffer pour le vrai morceau à venir. John Glenn pose ainsi deux longs métrages tout simplement passionnants et puissants qui donnent toute leur forme et leur force aux protagonistes, portés par un Timothy Dalton juste génial en James Bond, et Anthony pourrait vous le dire mieux que moi, mais son passage fut si marquant que le voir finir ainsi donne encore et toujours la sensation d'un morceau de cinéma inachevé où il aurait su imprimer une vision unique et singulière du personnage qu'il initiait à merveille au travers de ces deux métrages. Deux œuvres fortes, intenses et marquantes, qui ont réussi à redonner vraiment beaucoup de peps au personnage et qui restent à ce jour pour moi les deux épisodes parmi les plus marquants de la série. John Glenn a su imposer deux films tout simplement intenses et justes. Deux œuvres qui sonnent dans la pure veine de Rien que pour vos yeux, donnant ainsi lieu à un sacré morceau de bravoure, car si la première œuvre avec Dalton est prenante, la deuxième est un sacré uppercut en pleine gueule, donné par un auteur qui souhaitait déjà donner un revirement humain et profond au personnage, et ainsi amener une animosité rangée clairement au placard depuis une certaine période George Lazenby. Bien plus que de simplement donner lieu à deux œuvres fortes, John Glenn a su développer le personnage, lui donner plus de caractère et en faire un héros en phase avec son temps, face à des méchants résonnants comme très 80s, mais dans le bon sens du terme, heureusement. Une jolie prise de risque du coup de la part de Timothy Dalton et surtout une belle période où il a su marquer le personnage et prendre des risques, ce qui mine de rien était quand même très rare jusque-là dans la série. Au cœur des années 90, en 1995 précisément, James Bond fait un comeback marquant par les traits de Pierce Brosnan, qui a enfin réussi à décrocher le rôle pour une œuvre considérée assez largement comme l'un des James Bond les plus cool et les plus entraînants de la saga, dans un écrin soyeux et assez génial qui sonne dans l'air du temps. Comprenant que les blocs de la guerre froide ne peuvent plus servir totalement de toile de fond à son métrage, Martin Campbell, qui réalise ici son premier épisode de la saga, nous offre un divertissement soigné et jouissif, qui réussit à être une œuvre entraînante, parfois peut-être un poil caricatural dans le genre, mais dont la performance tout en gentleman de Brosnan apporte énormément pour dominer totalement le métrage et s'emparer à merveille du héros de Fleming, pour une œuvre qui reste encore à ce jour pour moi l'un des James Bond les plus ambitieux et prenants par sa forme, mais également par son fond dramatique et tendu. Et puis mine de rien, Sean Bean en méchant, ça déboîte. Brosnan continuera de porter le costume 2 ans plus tard pour une deuxième aventure qui sonnera comme un peu plus classique, mais tout de même assez entraînante, mais démontrant également le début d'une immense faiblesse dans la saga cinématographique de Ian Fleming, un manque flagrant de construction des antagonistes. Dans cette aventure,
tout sonne comme un peu trop téléphoné, un peu trop facile, un peu trop convenu, et même si la mise en scène de Roger Spottiswoode sonne comme assez dynamique, et son apprentissage du genre le prouvant totalement, on ressent tout de même un peu d'usure, ce qui sera malheureusement la marque de fabrique à partir de là de la saga sous Pierce Brosnan, l'acteur quant à lui étant tout simplement entraînant et passionnant de bout en bout, pour donner lieu à une œuvre assez palpitante, pas toujours juste dans son développement des personnages, notamment féminins, mais qui réussit à tenir l'épreuve du temps. Chose complexe pour certains précédents volets, mais bon, là, on est prêt à passer l'éponge. Comme ce sera un peu le cas du volet suivant, à nouveau 2 ans plus tard, qui pour beaucoup reste un volet assez juste dans son travail de l'action, mais qui pour moi marque également le début d'un essoufflement complet de la série, qui ne sait plus forcément correctement raconter une histoire, même avec les meilleurs atouts du monde. Michael Apted cherche à créer une œuvre prenante, et en soi, on peut tout de même reconnaître que du haut de ces 2 heures, le métrage se tient assez bien, et reste entraînant, sans le moindre temps mort. Mais encore une fois, c'est l'antagoniste qui ne fonctionne pas vraiment. Même si Robert Carlyle a de la gueule et que sa performance est juste, ses motivations restent profondément clichés et pas du tout justes par rapport à son parcours, donnant lieu à un climax qui tombe un peu à plat et qui ne donne pas toute son ampleur et sa grandeur à l'œuvre. Et cette espèce d'ambiance BDSM avec Sophie Marceau, ça aide pas non plus en fait. Dans son dernier temps en tant que James Bond, Brosnan laissera malheureusement une note assez amère dans la bouche des spectateurs, au travers d'un épisode anniversaire bizarre, sonnant les 40 ans du personnage, mais donnant également l'impression que le protagoniste a été brassé dans tous les sens, et pour le coup, ce volet le démontre bien. Lita Maori cherche à mettre en scène avec panache, mais le trop-plein de numérique, les clins d'œil grossiers faits à l'ensemble de la saga, l'ambiance parfois très étrange et abusive de certaines scènes, bref, on sent qu'il y a quelque chose de pas très fou autour de tout cela. L'intrigue ressemblant beaucoup trop à une aventure de super-héros qu'à un vrai film d'espionnage intense et palpitant, donnant lieu à un métrage qui reste encore à ce jour une œuvre bancale et maladroite, qui divertit assez bien, mais qui se classe comme l'un des épisodes de la saga le moins convaincant, rejoignant presque un côté outrancier à la Roger Moore. Le personnage est maîtrisé en soi. C'est juste que Pierce Brosnan n'arrête pas d'enchaîner les péripéties plus rocambolesques que tu crèves. Et ça marche pas toujours, même avec le meilleur bon vouloir possible. Ainsi, au travers de l'ère Pierce Brosnan, on ressent une envie profonde et plutôt justifiée d'amener le personnage dans un nouvel âge cinématographique. Un âge où l'action a changé, que ce soit par la présence des effets spéciaux numériques ou simplement par la chute du mur de Berlin. Mais une chose est sûre, cette partie de la saga a été importante pour ce qui suivra par la suite des années 2000. Campbell, Spottiswoode, Apted et Tamaori se sont assez bien appropriés le personnage, mais servis par des aventures parfois un peu trop rocambolesques. Les auteurs se sont un peu trop contentés de simplement mettre en forme entre guillemets le personnage, à contrario de Pierce Brosnan qui s'est totalement approprié le héros pour donner lieu à une version mi-mour, mi-connerie de l'espion. Et même si pour certains c'est un peu too much, personnellement j'adore le héros qu'il en a fait, car il l'a fait au moment où il le fallait, et en plus d'une bien belle manière. Heureusement, Pierce Brosnan a su laisser une trace impérissable sous les traits de James Bond, parce que clairement, si on y réfléchit bien, les films, c'est pas vraiment le cas. Campbell est celui qui s'en sort le mieux avec un pur film d'espionnage à l'ancienne comme on en voulait un. Une aventure complètement folle qui sonne comme une vraie transition et une construction forte et intense d'une aventure qui parvient à faire tomber le bloc de l'Est et de l'Ouest tout en amenant ce personnage vers une ambiguïté folle. Spottiswoode cherche quant à lui à jouer le plus possible avec son héros et même si la mission est un poil excessive, soyons sincères, et que le méchant est un poil excessif aussi, il tient la route et l'aventure était tout de même fun. Apted se perd, en fait trop, avance trop doucement, maîtrise l'action, mais en oublie d'être subtil dans le développement de son héros, donnant lieu à cette ambiance bizarre que j'évoquais avant. Tamaori, lui, est tellement dans l'hommage à la saga que du coup difficile de ne pas trouver le film intéressant, mais c'est l'histoire qui pêche, la faute à une introduction extraordinaire et un récit qui ne tient pas la route par la suite. Heureusement, Pierce Brosnan a su laisser une trace impérissable sous les traits de James Bond, parce que clairement, si on y réfléchit bien, les films, c'est pas vraiment le cas. En 2006, après une bonne pause et une bonne remise en question du personnage, Barbara Broccoli décide de repartir de zéro, de reprendre l'intrigue du premier volet de la saga écrite par Ian Fleming et surtout de laisser Pierce Brosnan raccrocher sa veste et laisser sa place à un sang neuf sacrément neuf, en la personne de Daniel Craig. Non seulement le retour derrière la caméra de Martin Campbell apporte beaucoup, le réalisateur dominant totalement le métrage, ramenant un peu de sang frais aussi à la mise en scène et une vraie intensité à l'action, l'acteur quant à lui s'impose comme un James Bond plus humain et un poil moins gentleman pour donner lieu à un instant de cinéma qui est pour moi sans le moindre doute
le meilleur James Bond de toute la saga, le réalisateur et l'acteur anglais ayant combiné tous les éléments pour faire ici un métrage d'espionnage tout simplement parfait, qui sonne comme dans l'air du temps et comme une œuvre intense et explosive. Un vrai film coup de poing, qui prend aux tripes, qui est passionnant, qui est haletant, qui est frissonnant. Bref, pour moi, c'est un James Bond parfait. 2 ans plus tard, il se passe malheureusement un opposé très radical, mais assez surprenant pour le coup, puisque la saga, cherchant à aller dans la même direction que Casino Royale, nous propose une œuvre aux propos écologistes et à la dimension dramatique, pas très bien amenée, et c'est ainsi que voit le jour Quantum of Solace. C'est un métrage vraiment moyen et bizarre. Mark Foster n'est pas un grand metteur en scène d'action. Et du coup, cela se ressent dès les premières minutes. Le cinéaste ne sait pas comment découper correctement son métrage et donne tout simplement lieu à une œuvre qui a du mal à briller par sa scénographie, et souffrant également d'un personnage de méchant très bancal, et d'une James Bond girl pas du tout passionnante, sans compter que l'intrigue est vraiment à rallonge, alors qu'il s'agit d'un des films les plus courts de la série, démontrant qu'être court ne veut pas toujours dire être dynamique, même si Daniel Craig livre une nouvelle fois une super performance dans le rôle de l'agent 007. C'est juste qu'après le coup de maître que fut Casino Royale, le film est très décevant. Vraiment décevant. Du coup, lorsque la suite est annoncée, les producteurs décident de prendre leur temps, de développer tranquillement un nouveau volet aux aventures de James Bond, et se donnent 4 années pour mettre en place un métrage à la hauteur du personnage, et donnent ainsi lieu à ce qui est à ce jour le long métrage de la saga le plus adoubé et reconnu par la même. Entre les mains d'un Sam Mendes se donnant corps et âme pour le projet, Skyfall est un sacré morceau, une œuvre brillante de maîtrise, développant tout un passé et un présent au personnage, chose rarement exécutée par le passé, et le fait surtout avec brio. Pour un fragment de création cinématographique sidérant de puissance et d'intensité, une œuvre ne se limitant pas simplement à être un bon 007, mais avant tout un excellent morceau de cinéma, une œuvre forte, intense, juste et réussie de bout en bout, et c'est cela qui fait de l'ère Craig une ère aussi paradoxale qu'exaltante dans les différents volets. Un immense morceau de cinéma qui s'impose tout autant par sa beauté que par son intensité et que par sa justesse d'esprit. Donc forcément, vu que la récompense fut au rendez-vous, les producteurs décident de faire la même chose et d'attendre pour mettre en place leur long métrage suivant, qui restera alors entre les mains de la même équipe créative et narrative, pour ce qui sera certainement l'un des morceaux les plus étranges de la saga. Une nouvelle fois brillant dans son exécution et sa construction, toujours entre les mains expertes de Sam Mendes, l'œuvre qui se déroule devant nous fait un énorme pas en arrière en termes de développement du personnage, oscillant entre la caricature et le retour à l'ère Roger Moore, pour donner lieu à un James Bond à l'ancienne, mais pas du tout une œuvre dans l'air du temps. Et franchement, même si l'on ne passe pas un mauvais moment devant ce métrage, celui-ci reste très long pour ce qu'il est, et malheureusement s'impose comme une légère déception dans le genre. Comme quoi, cela prouve que malgré ses hauts et ses bas, malgré ses instants de brio et ses grands moments de maladresse, les films sous l'ère Daniel Craig restent divertissants. Sous Daniel Craig, on passe donc une nouvelle étape, encore une fois, autour du personnage, pour donner lieu à un ensemble d'œuvres qui se veulent non plus simplement des modèles de divertissement et d'espionnage, mais également des métrages dans l'air du temps, adaptés à un héros qui a changé, dans un monde qui a évolué. Et même si les films ne sont pas tous fous, l'ensemble est tout de même imposant. Campbell, Forster et Mendes ont choisi d'en faire un héros fragile, un héros humain, mais un agent hors norme tout de même. Et c'est cela qui fait la forme et la force du protagoniste dans cette dernière partie de la série que l'on aborde aujourd'hui. Et qui plus est, Daniel Craig est un James Bond extraordinaire, apportant beaucoup de modernité et de force à cet homme, donnant lieu à un personnage non plus simplement charismatique mais également très brutal et imposant par sa prestance dans le rôle, pour un morceau de cinéma assez costaud dans son genre. La saga lui doit beaucoup aujourd'hui, car il a su non seulement s'accaparer le personnage, être entouré des bonnes personnes pour le faire évoluer, et surtout réussir à développer un héros moderne. Campbell a servi de pont, ayant déjà bossé sur la saga avant, apportant un divertissement très à l'ancienne, avec des cascades plateaux et des séquences d'action et de tension tout simplement folles, la course-poursuite au début et la scène de poker étant des modèles de conception et de création cinématographique. Difficile de sauver le métrage de Forster, le cinéaste s'étant totalement perdu dans sa composition de l'action et la gestion de son aventure, ce qui donne lieu à un divertissement qui peut laisser de marbre, et je suis le premier à le comprendre puisque je me suis retrouvé dans cette situation à la sortie de la salle. Et Sam Mendes a livré du très bon et du très sympathique, en abordant le personnage de 2 manières différentes, en faisant un héros brisé et triste dans un premier temps, pour une œuvre folle et démentielle, puis un Roger Moore actionneur bourrin dans un second, pour un divertissement étonnant, mais qui sonne comme en dehors de la saga initiée, et vu le prochain métrage, ce ne serait pas étonnant que cela se confirme. Puisque la suite de la série, et le dernier volet entre les mains de Daniel Craig pour le personnage, semble être clairement
dans la veine de Skyfall en termes de style et de forme. Alors qu'attendre du coup de ce qui est supposé être le dernier passage devant la caméra pour l'acteur anglais dans la peau de l'agent 007 ? Au fond, si on en croit la courbe pour le moment de la saga sous Daniel Craig, franchement cela peut être un énorme morceau de cinéma et une œuvre démentielle dans ce qui est supposé être la conclusion d'un personnage et d'un héros qui ne vieillit pas. Mais on peut toujours imaginer malheureusement que l'on soit potentiellement dans la pure veine du dernier métrage et qu'alors la caricature pourrait faire son retour et laisser un peu de marbre le spectateur. Mais bon, cela ne reste qu'une supposition qui sera certainement fausse, le changement d'équipe créative laissant présager du meilleur et la présence de Cary Koji Fukunaga à la mise en scène et à l'écriture, chose rare au sein de la saga, voire même inédite pour le coup si je ne me plante pas, peut donner l'idée d'une œuvre faite par un passionné du personnage pour un instant de cinéma qui devrait être dans tous les cas haletant. Et si l'équipe créative ne sera peut-être pas au rendez-vous pour réussir le coup d'éclat que fut Skyfall, Casino Royale, GoldenEye ou autre, je pense que Daniel Craig suffira à insuffler ce qu'il faut à ce dernier long métrage entre ses mains pour donner au personnage une dernière aventure plus que passionnante.